Dans son ventre glacé, écrasé par sa longueur, le Québécois connaît l'hiver, mais doit encore l'apprivoiser. Vigneault, Néligan, Ducharme l'ont raconté. Notre hiver est un personnage important. Imaginons le Nord avec les écrivains. Bienvenue à Ratureli. Juliana Léveillé-Trudel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes, en fait, vous pratiquez l'écriture dramatique. Vous avez fondé le Théâtre de Brousse. Vous travaillez aussi pour un organisme de lutte contre le décrochage scolaire à Montréal. Vous avez travaillé dans le domaine scolaire au Nunavik pendant quelques années. Et vous avez fait paraître en 2015 un premier roman, Nirlit, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Oui. À la peuplade, très beau roman. Alors, la narratrice, qui est une jeune enseignante du Sud, revient donc chaque été à Saluit, qui est à la pointe du nord du Québec, donc vraiment très au nord. Et donc, dans le livre, elle s'adresse à son amie Eva, qui est une Inuit, qui est grand-mère de 40 ans, qui a disparu depuis des mois, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Alors, on découvre donc la vie dans le Nord, vie dure, extrême, et la jeune femme donc s'occupe des enfants. Elle va donner une voix justement à cette petite fille Inuit-là. Elle va aussi raconter à Eva ce que devient son fils Elijah. Et donc, c'est un roman qui aborde avec force et poésie vraiment la collision entre deux mondes, le monde du Sud, le monde du Nord, les Blancs, les Inuits. Collision entre deux visions du monde aussi. Puis ce qu'il y a de plus surprenant, en fait, c'est que c'est si loin de nous, et pourtant, c'est dans la même province. C'est une des premières choses qui nous surprend quand on lit ça. Oui, je dirais une première chose qui surprend quand on y va aussi, en tout cas pour ma part. Le plus grand choc culturel de toute ma vie, je l'ai vraiment eu chez moi au Québec, au Nunavik. Donc oui, c'est vraiment un autre pays, c'est une autre langue, c'est une autre culture, c'est un autre climat, c'est un autre environnement. Donc c'est certain que oui, il y a beaucoup d'adaptations à faire, mais je dirais de part et d'autre, on a beaucoup forcé les Inuits à s'adapter à nous, à adopter notre mode de vie, notre système. Mais aussi, les travailleurs du Sud qui vont là-bas, s'ils ne s'adaptent pas au moins un peu, généralement, ne font pas long feu parce que c'est vraiment des façons de faire qui sont complètement différentes. Puis c'est un peu ce qui est abordé dans le roman qui se base sur mon expérience personnelle. Je suis passée plusieurs étés à Saluit. Puis, ouais, c'est ça. Donc, moi-même, j'ai dit un peu, même si j'étais bien préparée, même si j'avais lu, même si des amis m'avaient préparée, quand on arrive sur le terrain, il y a quand même, je pense, toujours un bon choc. Un bon choc, oui. Et Nirlit signifie oie. Oui, les oies en Inuktitut, qui renvoient un peu aux gens, justement, du Sud qui montent dans le Nord et qui reviennent. Généralement, ils ne restent pas très longtemps. Ils développent peu de liens, des liens forts avec les gens de là-bas. C'est un peu à l'inverse de ce que fait votre narratrice ou ce que vous avez vécu, vous avez développé des liens. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est difficile parce que parfois, les gens là-bas peuvent être un peu méfiants parce qu'ils sont habitués, ils en voient tellement passer. Donc, des fois, il y a un sentiment qui dit, pourquoi je perdrais du temps avec toi à essayer de devenir ton ami ou de te connaître parce que tu vas retourner dans peut-être quelques mois, peut-être un an. Donc, c'est difficile. Le roulement, justement, est très, très important. Donc, c'est ça. On essaie de créer des liens du mieux qu'on peut. Il y a aussi des très beaux liens qui se créent, mais c'est certain que cette idée-là, justement, de gens qui vont et qui viennent, qui inspire le titre du livre, et qui malheureusement, comme c'est un endroit qui est tellement loin, tellement isolé, on peut pas dire, même si je suis partie, je travaille plus là, je vais revenir passer une semaine l'été prochain pour voir mes amis. Les billets d'avion sont très chers. Les billets d'avion sont excessivement chers, donc à moins d'être vraiment très, très aisé, on peut pas faire ça. Donc c'est toujours un peu aussi une déchirure quand on repart, parce qu'on ne sait pas quand on va revenir. Yannick Legault, bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous avez fait une maîtrise en études littéraires et travaillé avec Daniel Chartier à la chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique à l'UQAM. Alors, bon, si on parle de l'hiver, tout de suite, on pense Gilles Vigneault qui a dit « Mon pays, c'est l'hiver ». Pourtant, on a l'impression qu'il y a bon nombre de Québécois qui n'ont pas intériorisé cet aspect de leur identité. Comment est-ce qu'on explique cette résistance à l'hiver? Est-ce que ça change, ça? Oui, mais en fait, le problème avec l'hiver, c'est qu'on a tendance à la penser par rapport à l'été. L'été qui est la saison fun, où on socialise à l'extérieur, où on fait peut-être plus d'activités.
Et à ce moment-là, l'hiver, on le perçoit un peu comme une saison de disette, d'isolement, de solitude. En fait, Louis-Aymon Hamelin, qui est le grand penseur du Nord et de l'hiver au Québec, estime qu'il y a environ 35 des Québécois seulement qui aiment l'hiver. Par contre, il croit que ce sont davantage les jeunes qui aiment l'hiver. Donc là, c'est encourageant qu'on demande si c'est en train de changer. Oui, un peu. On n'a qu'à regarder les nombreux festivals hivernaux. Oui, pique-nique d'hiver. Pique-nique, l'Igloo Fest, toute la luminothérapie. On a aussi Montréal en lumière. Donc, ce sont des façons de se réapproprier l'hiver et de le célébrer au lieu de le maudire. Oui, donc ça change un peu. Puis comment est-ce que notre littérature représente l'hiver? Est-ce que là aussi, on peut voir une certaine réconciliation? Est-ce que l'hiver a été comme un peu diabolisé dans notre littérature ou pas forcément? Oui, ça dépend des auteurs, en fait. Les points de vue sur l'hiver sont assez variables, mais on constate quand même une constante dans l'évolution de la représentation de l'hiver. Au début, c'était vraiment vu comme un facteur de différenciation. Ce qui fait que les auteurs faisaient des références à l'hiver pour se distinguer de la littérature française. C'est une façon d'un peu combattre le statut minoritaire de la littérature québécoise. Par contre, souvent, les références étaient négatives. On utilisait des mots hivernaux pour se démarquer, mais on n'embrassait pas l'hiver. Ensuite, il y a eu Nelly Gant qui a esthétisé l'hiver, mais encore là, pas nécessairement de façon positive. Par contre, par exemple, Soir d'hiver, là... Oui, c'est un peu mélancolique. Exactement, c'est pas nécessairement Jojo. À la Révolution tranquille, par contre, les poètes ont beaucoup employé des motifs hivernaux dans une espèce de forme de résistance ou pour symboliser la lutte identitaire. Je pense ici à Jacques Brault, qui, dans la poésie ce matin, utilise le vers « Nous ne partirons pas ». Donc, c'est tout un poème sur l'hiver, sur le froid au Québec, qui dit « Malgré tout cela, nous ne partirons pas, on va résister ». Donc, on voit quand même une volonté de résister à l'épreuve que constitue l'hiver. Que constitue l'hiver, oui. Et dans l'imaginaire du Nord, bien, en fait, c'est ça s'insère dans un réseau de signes qu'on reconnaît, l'immensité, des choses auxquelles on pense tout de suite, le froid, la neige, la blancheur, l'éternité, l'absence de repères. Mais tout ça, c'est défini par une culture occidentale, puis comme à partir d'une absence humaine. Mais bon, il y a des gens qui vivent dans le Nord. Comment est-ce qu'on peut percevoir autrement, justement? Oui, bien, il s'agit du grand problème quand on pense le Nord, en fait, comme vous le dites. Le Nord a déjà été pensé à l'époque des Grecs par Pythéas, qui avait effectué un voyage dans le Nord, et le manuscrit a été perdu. Donc déjà là, le premier document sur l'imaginaire du Nord est absent, et on peut juste déduire ce qui a été dit à partir de ce que les autres ont écrit sur lui. Et à partir de là, on a tendance à oublier justement que des gens habitent là, les Inuits, ou même si on descend un peu plus, les Inuits, les Cris. Et justement, comme on se base sur les représentations du Nord pour avoir une idée de à quoi ça a l'air, hein, pas grand monde est allé dans l'Arctique, mais on lit des livres, on voit des films qui s'y déroulent et on a ces images d'immensité-là qui oublient parfois de représenter les Autochtones. Et c'est une des choses qui commence à changer où les Autochtones prennent la parole. Hein. On pense aux poètes Inuits, il y a Rita Mistokosho, Joséphine Bacon, qui vont vraiment prendre la parole pour défendre leur territoire, leur culture. Mais aussi chez les Inuits, le problème, c'est que les Inuits écrivent un peu plus en anglais et qu'ils écrivent dans des formes de littérature moins instituées, donc sur le web, beaucoup de blogs, ils font du spoken word aussi, ce qui ne répond pas nécessairement aux normes de l'institution québécoise. Mais on commence à entendre leur voix et c'est là qu'on réalise qu'il y a des gens qui habitent là-bas et qui font en tenir compte non seulement en Nord, mais dans toutes les politiques qu'on établit par rapport au Nord. Christian Guay-Poliquin, bonjour, bienvenue à l'émission. Re-bienvenue, en fait. Vous étiez venu nous parler de votre premier roman, Au fil des kilomètres, qui est paru en 2013. C'était l'histoire d'un mécanicien qui décide de rentrer chez lui après 10 ans d'absence. Puis donc, c'était une espèce de road trip. Il allait au chevet de son père mourant. Puis une panne d'électricité, donc, paralysait le pays. Et là, vous avez fait paraître en 2016 un peu la suite de ce roman, Le poids de la neige, publié à La Peuplade, qui vient de remporter le prix des collégiens en 2017. Alors là, le mécanicien, lui, est toujours là, gravement blessé, séquestré dans une maison, cerné par la neige. Il y a un vieil homme qui est chargé de prendre soin de lui. Et en fait, ils sont coupés du monde, toujours sans électricité. Ils vont vraiment traverser l'hiver ensemble. C'est ça l'épreuve qu'ils vont vivre.
Et le livre s'ouvre sur ces phrases. La neige règne sans partage, elle domine le paysage, elle écrase les montagnes. Elle est décrite comme invincible, cette neige. Alors, on pourrait dire que votre roman raconte un peu comment la nature reprend ses droits, en l'occurrence la neige reprend ses droits sur l'homme. C'est un peu ça. Oui, parce que l'hiver, dans le fond, l'hiver, c'est pour nous, Nordiques, et je parle largement, qu'est-ce que c'est? L'hiver, c'est un peu notre territoire, mais c'est aussi notre désert. Donc, c'est notre, qui dit désert, dit traversée. Fait que l'hiver, en ce sens-là, aussi, c'est un état d'âme qu'on connaît tous, mais aussi en termes de procédé narratif, tout simplement, c'est un défi. C'est, comme je le disais, une traversée. Et donc, et non pas les joyeux naufragés, mais mes deux personnages qui sont les malheureux naufragés, sont contraints de faire cette traversée-là ensemble. Ouais. Et la neige, elle a des multiples fonctions dans le livre. Là. On pourrait en nommer plusieurs, mais donc elle écrase, elle domine, elle piège, mais aussi elle calme les esprits. Il y a une ambiguïté, j'ai l'impression, de notre rapport à l'hiver qui est à l'origine de ce livre-là. Est-ce que je me trompe? C'est à la fois quelque chose de réconfortant et d'oppressant. C'est très juste, c'est très juste. Je ne l'avais pas vu tout à fait comme ça, mais oui, mais c'est que la neige, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'hiver, elle est à la fois omniprésente, elle est toujours là, on la voit, mais son ambiguïté aussi tient dans la langueur qu'elle impose, c'est-à-dire aussi à quel point elle repousse le printemps ou à quel point elle nous fait croire au printemps selon qu'elle tombe, selon qu'elle fonde. Donc, c'est dans cette zone-là qui sont certes ambiguës que la neige joue avec l'émotivité des personnages. Des personnages, oui. D'ailleurs, les chapitres indiquent les centimètres qui sont tombés. C'est ça. Donc, on commence avec 38 cm, puis là, ça va monter jusqu'à 273, puis ça descend jusqu'à 7 cm. Fait que c'est une sorte de baromètre du temps qui passe ou qui passe pas, la lenteur. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bien, tout à fait. Quand je dis que la neige est un procédé narratif, c'est vraiment dans cette optique-là. Ouais. Si on a un chapitre, puis il y a 7 cm, et le chapitre suivant, il y a encore 7 cm, on peut être dans la même journée, ou on peut être 2 semaines après, mais il n'y a pas neigé. Oui. Donc, et inversement, s'il y a 12 cm et après ça, il y en a 48, on peut être 2 semaines plus tard ou 2 jours plus tard après une grosse tempête. Donc, ça crée en termes de temps qui passe une espèce d'ambiguïté qui, pour la fiction, à mon sens, c'est assez fertile. Oui, oui. Avec laquelle j'aime bien jouer. Au début, on n'est pas sûr. Ça commence, on devine après que c'est des centimètres de neige, c'est intéressant. Juliana Léveillé-Trudel, dans L'Irdite, vous parlez beaucoup de ce qui nous sépare des gens du Nord, mais aussi de ce qui nous rejoint. Vous écrivez « Le Nord est inscrit dans notre ADN comme une trace lointaine dans le sang. Dans notre sang, où coule aussi celui des premiers peuples. » Vous évoquez aussi tout le vocabulaire là, qui est issu des langues amérindiennes. Québec, qui veut dire là où le fleuve se rétrécit, en algonquin. Canada, village en iroquois. Tadoussac, qui vient de l'Innu, qui se traduit par mamelle. Et vous écrivez « Nous étions intimement liés, mais nous avons la mémoire courte, hélas. » Donc, vous croyez qu'il y a un rapprochement qui devrait se faire entre ce sud et ce nord, qui est en fait naturel, mais... Oui, je pense que oui. Je pense que si on remonte vraiment... dans les débuts de la colonie, je pense qu'il y avait plus d'échanges, plus de réciprocité. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient, c'est ça, des enfants d'agriculteurs, mais qui se retrouvaient beaucoup plus dans la forêt, qui adoptaient le mode de vie des Autochtones parce que ça les rejoignait plus. Puis je veux dire, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois et probablement de Canadiens qui ne se sentent pas tout à fait à leur place dans la modernité, dans le mode de vie urbain et qui se sentent beaucoup plus à leur place justement en plein bois ou en pleine toundra, qui ont envie d'être... plus proches de la nature, qui ont envie d'être dans ce mode de vie-là. Je pense aussi, comme au niveau des luttes environnementales en ce moment, disons que les Autochtones nous ont rendu beaucoup de services dans les dernières années parce qu'en faisant valoir leurs droits ancestraux sur des terres qui n'ont jamais été cédées, il faut se le rappeler, bien, ça fait qu'ils nous protègent aussi notre environnement. De projets qui pourraient être complètement destructeurs. Donc, oui, je pense qu'il y a des luttes communes. L'identité aussi, moi, je trouve ça un peu amusant parce que, bon, les Québécois, la petite population francophone dans la mer anglophone, parce qu'on a tellement lutté pour préserver notre identité, notre survie, mais les Autochtones, c'est exactement la même chose aussi. Donc, je pense que s'il y a des gens qui devraient vraiment être sensibles à ces luttes, c'est bien les Québécois qui ne le sont pas toujours, qui des fois ne voient pas le parallèle, alors que pourtant, il est là.
bon, aussi la survie du français, on a peur pour notre langue, mais les langues autochtones sont presque toutes en train de disparaître au Canada en ce moment. L'Inuktitut est une des langues qui a une chance de survie, mais même à ça, il va être de plus en plus mélangeant à de l'anglais parce qu'on ne traduit pas nécessairement les termes modernes. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de choses en commun, plein de luttes, puis que si, justement, on prenait la peine d'y réfléchir, on trouverait qu'on se ressemble plus qu'on pense. Ah oui. Vous parlez aussi donc des Blancs, des catégories de Blancs qui vont dans le Nord. Il y a les aventuriers, il y a les missionnaires, ceux qui viennent pour faire de l'argent et les désadaptés sociaux. La narratrice, elle ne sait pas dans quelle catégorie elle entre. Elle dit qu'elle est orgueilleuse, qu'elle aime réussir là où les autres ont échoué. Est-ce que c'est votre explication de votre attachement au Nord aussi? Je pense que j'aime les missions difficiles, j'aime les défis. Je pense que je suis un peu mésadaptée sociale aussi parce que des fois, je me reconnais pas dans le monde dans lequel on vit. Je pense que j'avais aussi un besoin d'aventure et en même temps un besoin d'aider, de me sentir utile. Donc, oui, c'est un peu de tout. Yannick Legault, vous travaillez au Laboratoire international d'études multidisciplinaires comparées des représentations du Nord. C'est bien ça. Est-ce que c'est un domaine qui attire beaucoup de gens? Est-ce que ça évolue? Oui, de plus en plus. On a des partenariats avec plusieurs universités du monde nordique. Récemment, il y a des liens qui sont tissés même avec des Yakuts, qui sont des Autochtones de Sibérie en Russie. On travaille avec des Norvégiens, des Finlandais. Je n'aimerais pas tout, même des gens du Sud, donc l'Argentine, pour penser l'Antarctique dans ce cas-là. Oui, ça attire de plus en plus le monde, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine multidisciplinaire, ce qui fait que pour bien réussir à saisir le Nord, il ne faut pas se cantonner dans la littérature ou dans le cinéma, mais aussi prendre en compte les sciences, la politique, l'économie. Parce que, bon, comme ce sont des lieux qui sont surtout connus via les discours artistiques, on ne peut pas les négliger quand vient le temps de prendre des décisions politiques ou économiques. Alors, c'est vraiment un tout et ça prend des gens de diverses disciplines pour réussir à l'étudier correctement. Oui, à saisir bien, oui. Puis le Nord, c'est un territoire peu peuplé, bon, peu connu aussi. Il y a vraiment une méconnaissance, on pourrait dire, du Nord. C'est un lieu qu'on ignore, en quelque sorte. Oui, parce que c'est un lieu qu'on ne visite pas. Encore là, qu'on connaît seulement via le discours. Et encore là, ça peut être parfois des discours plus restreints dont les gens n'ont pas nécessairement accès. Donc oui, un territoire assez méconnu. On sous-estime le fait qu'il y a des gens qui habitent là-bas, qui ont une culture différente de la nôtre, très différente de la nôtre. Et ça crée des tensions parfois entre l'imaginaire et le réel. Donc entre l'idée qu'on se fait de ce lieu-là et la réalité du lieu. Par exemple, dans les années 50, le gouvernement canadien a décidé de relocaliser des Inuits d'Inukjuak au Québec vers Resolute Bay. Le Nunavut n'existait pas à cette époque, mais dans l'Arctique canadien pour qu'ils agissent un peu en tant que drapeau humain pendant la guerre froide parce que les Russes avaient des prétentions sur le territoire. Donc, on voulait mettre des citoyens canadiens là-bas. Et l'argumentaire derrière ça, c'était de dire, les Inuits viennent du Nord, qu'on les mette plus au Nord, ça dérange pas. Mais alors que, c'est insensé comme décision, ça a été une catastrophe. Ils ont perdu leur territoire de chasse, donc ils n'arrivaient pas à se nourrir convenablement. Des problèmes sociaux, on leur avait promis qu'ils pourraient revenir, mais on les a pas fait revenir. Donc déjà là, on la voit la tension entre l'imaginaire d'un lieu qui est pas peuplé, donc pas peuplé un peu au Nord et pas peuplé plus au Nord, ça serait la même chose. Alors que c'est complètement différent. On n'a pas tenu compte l'espèce de tension entre le réel et l'imaginaire dans cette histoire-là. Christian Guay-Poliquin, dans Le poids de la neige, vos personnages sont seuls au monde, tels des naufragés. Ils sont enfouis 20 milieux sous l'hiver. Et vous écrivez, quand on regarde par la fenêtre, on dirait qu'on est en pleine mer. Partout, le vent a soulevé d'immenses lames de neige qui se sont figées au moment même où elles allaient déferler sur nous. On peut dire, en tout cas, moi, j'ai vu une sorte de parallèle qu'on pourrait faire avec Moby Dick. On dirait vraiment qu'ils vont se battre contre quelque chose de plus fort qu'eux, une épreuve qui force à se dépasser, en quelque sorte. Tout à fait. Mais c'est ça, l'hiver. L'hiver, ça met en évidence les êtres humains parce que ce sont les seuls à bouger ou à peu près durant ce moment-là de l'année, pendant cette tempête figée ou ce moment où tout est figé. Et aussi, le seul mouvement de l'hiver, à part de la neige qui tombe, c'est
les lentes lames de neige qui se soulèvent, justement à la manière des monstres marins. Puis c'est là que, on joue avec la métaphore, mais parce que l'hiver reste toujours la menace, l'hiver reste toujours l'ennemi et l'hiver peut toujours gagner. Donc c'est un peu ça qui fait en sorte que l'hiver peut alimenter une tension narrative. C'est ça qu'on aime. Oui. Ouais. Ils diront d'ailleurs qu'ils ont été avalés par une baleine. Nous sommes dans le ventre de l'hiver, dans ses entrailles, et dans cette obscurité chaude, nous savons qu'on ne peut jamais fuir ce qui nous échoit. C'est un peu l'histoire des hommes face à leur destin aussi. Il y a quelque chose de ça. J'ai l'impression que le dénuement total font qu'ils sont obligés de se raccrocher l'un à l'autre. Ben, oui. Puis en même temps, c'est que qu'est-ce qui nous échoit, qu'est-ce qui est notre charge ou notre fardeau, c'est ce qui est. Donc peu importe qu'est-ce qui peut arriver, que ce soit un accident, que ce soit une bombe nucléaire, que ce soit les réchauffements climatiques, que ce soit des inondations, mais c'est ce qui arrive au moment où ces choses-là arrivent. C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est ça dont est composée notre vie, c'est ça que nos actions, c'est ce à quoi nos actions s'arriment, parce que c'est ce qui est devant nous, tout simplement. Donc, j'essaie juste moi, de faire en sorte que ce réel-là, qui, dans le fond, parce que l'hiver, quoi de plus banal et quoi de plus cliché que l'hiver, mais en même temps, quoi de plus réel? Oui, mais c'est très intéressant. Votre style est très économe, justement. Il y a une sorte de simplicité dans le récit et d'immobilité aussi. Là, on parle peut-être d'un thriller immobile, presque, parce que vraiment, c'est ça la tension monte parce qu'il n'y a rien qui bouge. C'est un peu ça, votre défi narratif ou poétique? Bien, je me suis amusé. Je prends plaisir à dire que c'est une histoire où il se passe rien, ou une histoire sans punch. Alors, il se passe quelques trucs, mais donc, comme tout se passe extrêmement lentement, c'est d'essayer de faire en sorte que cette gorgée de café-là, à ce moment-là, ait une importance particulière ou non. Mais donc, c'est de faire en sorte que les petits gestes soient mis en exergue, dans le fond, par le contexte. Donc, tout se joue là dans les micro-détails. Exact, les petites affaires. Donc, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en même temps, quand il ne se passe rien, bien, tout peut arriver. Juliana Léveillé-Trudel, dans Nihilip, vous écrivez « Je me sens coupable de mon pays riche, de ma famille unie, de mon éducation. J'ai besoin d'éteindre des feux et de sauver des enfants. J'ai besoin de faire quelque chose dans ce monde pourri. J'ai besoin de courir d'une bande, de laisser pour compte à une autre. J'ai besoin, sinon je pourrais m'asseoir et pleurer ou lancer des bombes. » Est-ce qu'à l'origine de ce roman, il y a ce sentiment de culpabilité, cette colère qui est moteur de création? Oui, certainement, parce qu'en apprenant justement sur l'histoire, le colonialisme, le Canada, une histoire coloniale, on s'en vante pas, mais c'est quand même là. Donc, en apprenant comment les Inuits ont été traités, qu'est-ce qui a été fait, comment le mode de vie leur a été imposé, même si on sait, je sais que c'est pas moi personnellement, mais c'est quand même les Blancs, c'est quand même mon peuple qui a perpétré ces choses-là. Donc, oui, on se bat toujours un peu en cette espèce de culpabilité-là, puis justement le besoin de faire quelque chose. En même temps, c'est une situation qui est très complexe. Donc, on ne peut pas arriver avec des solutions faciles, toutes simples. De toute façon, aussi, les solutions doivent venir des Inuits et non pas des Blancs, parce que ça prend des solutions adaptées. Donc, on est toujours un peu parfois dans ce sentiment-là. Et comme on disait tout à l'heure, c'est toujours entre le très beau et le très misérable. Parfois, donc, quand on est dans des moments plus sombres un peu, puis qu'on voit les aspects plus noirs, bien, on vient parfois un peu exaspéré, puis on voudrait tellement... On voit des gens qu'on aime qui souffrent, on voudrait tellement que ça se passe mieux. Ben oui. Parmi les choses qui peuvent nous inspirer chez les Inuits aussi, vous parlez de la façon d'élever leurs enfants en communauté, qui est assez commune, en fait, dans le monde. Là, vous dites, bon, c'est ça, c'est comme en Afrique, au Mexique, en Inde. C'est un peu nous, les Occidentaux, qui sommes pas comme les autres. C'est peut-être nous qui vivons à l'envers, c'est ce que vous suggérez. Et vous écrivez, les Blancs travaillent presque tous comme des fous. C'est peut-être pour ça qu'ils en veulent autant aux Inuits qui ne font rien. Là, c'est autre chose. Mais donc, il y a cette idée de critiquer aussi notre ethnocentrisme. Vraiment, on regarde le monde avec nos critères à nous. C'est aussi un prétexte de se questionner sur nous-mêmes, ce roman-là. Oui, parce que c'est ça, justement, on arrive, même si c'est pas ça même souvent, on n'en est pas conscient, mais on a quand même l'impression d'avoir raison juste sur la gestion du temps. Oui. Donc, tu sais, nous, il faut être là à telle heure, on travaille de 9 à 5 heures.
l'hiver, il faut pas prendre une trop longue pause, il faut pas... Toutes ces choses-là, très, très précis, très fixées dans le temps, alors que les Inuits, et comme les Autochtones en général, et comme je dis, comme à peu près partout dans le monde, sauf dans le monde occidental, ont une conception beaucoup plus souple du temps. C'est toujours selon qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que l'environnement va décider pour nous. Yannick Legault, Louis-Edmond Hamelin, qui est un grand géographe du Nord, a inventé le mot nordicité dans les années 60, entre autres pour changer notre regard sur le Nord, mais c'est aussi quelqu'un qui a cherché à comprendre la culture autochtone par ses mots, par son vocabulaire. En quoi est-ce que, justement, la langue et les mots peuvent nous aider à mieux connaître et comprendre le Nord et l'hiver? Oui, bien, Louis-Edmond Hamelin a une formation de linguiste et de géographe. C'est très important pour lui d'avoir les mots pour être en mesure de nommer son environnement. Et bon, il a constaté que bon, les langues parlées au Québec, essentiellement le français, mais aussi l'anglais, sont des langues qui viennent de pays non nordiques, donc inaptes à nommer l'environnement hivernal. Alors le mot nordicité, mais aussi hivernité, hivernie, bon, il en a inventé un paquet, Louis-Edmond Hamelin, va nous permettre de mieux approcher notre environnement pour mieux comprendre notre nordicité, puis ultimement notre québécité, parce que c'est intimement lié. Oui, oui, tout à fait. Et dans La nordicité du Québec, qui est un de ses ouvrages, il affirme « Nous n'habitons pas le Nord ». Cette invitation invite à surmonter quoi, notre méconnaissance du Nord, la façon d'y habiter? Oui, bien, Louis-Edmond Hamelin prône surtout un meilleur rapprochement entre les cultures autochtones du Nord et les cultures du Sud qui, elles, décident aussi. Bon, il y a une pensée nordiste au sens où il faut vraiment aborder le Nord comme un tout interrelié pour arriver à prendre des décisions qui ont du bon sens dans le Nord. Bon, quand on regarde, par exemple, le plan Nord, eh bien, les politiques qui vont être appliquées au Nord ne profitent pas au Nord. C'est les gens du Sud qui vont aller travailler pour extraire des ressources qui vont profiter au Sud. Et il ne faut pas oublier les Autochtones là-dedans. Surtout que leur conception du monde est très différente de la conception occidentale du monde. Les Inuits ont un concept qui s'appelle Nuna, qui c'est un concept qu'on appelle holiste, dans le fond, qui fait l'homme et son environnement ne font qu'un. Et c'est super important quand vient le temps de nous aller dans le Nord. Il faut respecter ça. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'une action qu'on pose là-bas n'a aucune conséquence que c'est vrai qu'elle n'en a aucune. Il faut respecter les territoires de chasse, mais aussi toute la culture attachée au territoire. Et il y a un concept semblable chez les Inuits aussi, là, j'ai nommé les Inuits. Le Code civil au Québec sépare les personnes et les biens, alors que c'est inconcevable dans une culture autochtone de séparer les deux. Les deux vont ensemble. On ne peut pas s'approprier le territoire car ça fait partie de l'homme. Et là, quand je parle de tension, on a un exemple assez probant ici là, de tension entre une conception occidentale d'environnement, de la nature de l'homme et une conception nordique autochtone des mêmes choses. Et puis, comment décririez-vous les rapports humains qui sont liés à l'imaginaire du Nord ou à l'hiver? Est-ce que vous diriez que l'hiver rapproche ou éloigne les gens? C'est un peu paradoxal parce qu'à la base, on se plaint que l'hiver éloigne les gens. On n'est pas dehors, on socialise moins parce qu'on est en dedans, mais en même temps, ça donne le goût de se rapprocher. Hein? Les veillées de cuisine le samedi soir, c'est un peu pour pallier au manque de contact humain, pallier à la noirceur. Il y a des romans assez intéressants par rapport à la crise du verglas. Je pense au Froid modifie la trajectoire des poissons de Pierre Salofsky. Là, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Mais... Excellent. Alors là, on prend la situation hivernale par excellence. La tempête de verglas, c'est vraiment... il ne peut pas avoir plus hivernal que ça. Et bon, les gens vivent quand même un traumatisme par rapport à ça, mais sont forcés à cohabiter, à tisser des liens. Christian Guay-Poliquin, est-ce que vous diriez que l'hiver rapproche ou éloigne les gens? Bonne question. Je dirais qu'il rapproche ceux qui se connaissent déjà puis qui éloigne ceux qui ne se connaissent pas encore. Ah, intéressant. Mais dans le cas de vos personnages, en tout cas, il y a un pacte étrange qui les unit entre donc, le mécanicien et Mathias. Mathias a promis à sa femme qui est malade qu'il va aller la rejoindre en ville, donc il attend le convoi qui va se rendre jusqu'à la ville et on lui a dit de s'occuper donc du personnage du narrateur. On lui promet qu'il va pouvoir se rendre dans le convoi s'il s'en occupe. Et il lui dit « Tu es mon obstacle, mon contretemps et mon billet de retour ». Donc, il y a comme une relation de dépendance, mais aussi de méfiance, puis d'attachement progressif qui vont les lier. Ils sont comme prisonniers l'un de l'autre. Je pense même que vous l'écrivez, là.
Je me souviens plus comment c'est dit dans le roman, mais une chose qui est certaine, c'est que c'est vraiment ça qui arrive, dans la mesure où les personnages contraints à cette dépendance-là, cette codépendance-là, ils sont contraints pour survivre, en tirent des bénéfices, mais aussi se méfient, parce que dans un contexte comme celui-là, qui est celui de la panne d'électricité et de l'hiver qui s'accumule et qui s'étire, bien, l'autre est à la fois notre sauveur et à la fois notre ennemi potentiel. Donc, c'est un grand motif des fictions post-apocalyptiques. L'autre, est-ce que faut-il s'en méfier ou faut-il l'accueillir à bras ouverts? Donc, c'est vraiment autour de ça. Et donc, les deux personnages travaillent ensemble pour, du moins, élaborer leur relation, mais comme ils le peuvent. Donc, on devine que c'est relativement houleux. Puis le roman se termine, la neige se met finalement à fondre, et là, votre narrateur va partir vers le camp de chasse de sa famille. Est-ce qu'il y a... C'est parce qu'il y a une suite qui s'en vient? Est-ce que c'est un peu ça que vous préparez? J'ose pas le dire ainsi, puis c'était même pas censé être des suites. Au départ, je n'ai pas résisté à la tentation de faire une certaine filiation entre les deux histoires, bien évidemment. Mais c'est quand même deux livres indépendants. C'est ça, j'essaie de m'assurer que chaque roman soit un objet bien indépendant des autres. Mais bien évidemment qu'on s'en va dans le bois dans mon prochain projet, dans le fond. C'est sûr qu'on s'en va dans le bois, puis qu'on s'en va à la recherche de ceux qui n'étaient pas là quand on en a eu besoin. C'est ça un peu la situation. Intéressant. On a très hâte de lire. Merci beaucoup, Christian Guay-Poliquin. Le poids de la neige est publié à La Peuplade. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup.